Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. À l'occasion, surtout durant la période estivale, on peut voir dans le ciel ces gros avions citernes combattre un ou des incendies de forêt en général. Alors, tout un travail est fait au sol avant de voir ces avions-là combattre un incendie. Qu'est-ce que ça prend comme préparation? Alors, pour nous en parler, je reçois de la Sope-Feu de Val-d'Or, M. Robert Lemay. M. Lemay, bonsoir. Bonsoir. Gentil d'avoir accepté cette invitation-là, M. Lemay. On s'était déjà, ça fait quand même plusieurs années que vous êtes venu ici à mon émission. C'était, oui, pas mal. Ça fait longtemps. Oui, quelques années en effet. Quelques années, puis même, j'irais presque à dire une bonne décennie et plus. Oui, probablement le siècle passé. Et puis, j'avais toujours dans l'idée de vous réinviter parce que moi, les avions, ça me passionne. Je vais voir un avion, j'arrête tout, puis je regarde l'avion. Ici, très souvent, on est dans une ligne de passage de gros avions. Est-ce que je me trompe en disant non, que c'est très vrai, souvent... avec l'aéroport de Val-d'Or, entre autres, qui est un aéroport de dégagement. OK, donc, oui, au niveau des vols internationaux, entre autres, quand on se lève le nez, on en voit souvent là, de ces gros porteurs-là. Oui, exactement. On parle de 747, 777, 7 de Cocoto. Exactement. Donc, c'est des avions qui, règle générale, arrivent de l'Europe en passant par le Nord. Et puis, étant donné, comme j'ai mentionné, Val-d'Or étant un aéroport qui peut accueillir ces gros porteurs-là, ben, si jamais il y a des problématiques, on fait partie de la solution. Est-ce que c'est arrivé, oui, à l'occasion, c'est déjà arrivé que ces gros transporteurs-là atterrissent à Val-d'Or? Oui, c'est arrivé au cours de la dernière année, oui, justement, qu'un passager qui a eu un malaise, voilà, donc ils ont atterri à Val-d'Or pour les soins médicaux. Quand ces avions-là passent au-dessus de l'Abitibi, parce qu'on en voit souvent passer, même on dirait que des fois que le corridor est chez nous. On est ici à Macamic, puis on regarde, mon Dieu, il en passe, puis il en passe. Quand ces avions-là passent, ils sont à quelle hauteur environ? Ça, je me suis toujours demandé ça. C'est parce qu'il y a des fois qu'on les voit tellement bien que c'est quoi leur hauteur approximative? Je pense que les vols internationaux, ça va autour de 35 à 40 000 pieds. Okay. Donc, on a l'impression de bien les voir quand même, parce qu'il faut pas se le cacher, c'est des gros appareils, oui, gros. Mais ils sont quand même, là, je dirais au moins un 30 000 pieds. Entre 30 et 40 000 oui, pieds environ. Facilement, oui. Ces avions-là, la plupart du temps, viennent par le nord-est, habituellement, je pense, là, puis ils s'en vont vers le sud-ouest. C'est ça. Ils s'en vont où? Ils s'en vont aux États-Unis. Ah, OK. Probablement. Fait que c'est Europe, États-Unis. Oui, exactement. Il y a peut-être des vols là, au niveau de Toronto, au niveau de Montréal aussi qui vont atterrir. Mais règle générale, je pense que c'est ça. Là, le trafic, beaucoup qui vient de l'Europe du Nord okay. Pour les États-Unis va passer dans ce corridor-là. Fait que ça veut dire que nous autres, on a toujours l'impression que quand ils passent ici, ils sont en montée, mais non, ils ne sont pas en montée parce qu'ils partent de loin. Là. Oui, exactement. C'est ça. Mon Dieu, on s'est écarté un peu, mais quand on a un spécialiste avec nous autres, on en profite pour poser ce genre de questions-là, parce que comme je vous dis, moi, ça me passionne. J'en vois un transporteur là, passer, là, même s'il est à 35 38 000 pieds, là, je laisse tout, puis je le regarde de temps que c'est une passion, tout simplement. Fait que c'est pour ça que quand je me disais, parce qu'il y a des journées, même on peut être 4, 5, 6 jours, on n'en voit pas du tout. Ça veut dire que le corridor n'est pas chez nous à ce moment-là? Bien, souvent, ce qui arrive au niveau visuel, ça va beaucoup avec la température. Oui, aussi. La traînée des moteurs, souvent les gens vont dire, quand on voit que les avions laissent une traînée, c'est parce qu'il y a un changement au niveau de la masse d'air, donc ça peut annoncer de la pluie, quelque chose du genre. Donc, par temps plus chaud, plus sec, ces traînées-là vont être moins apparentes. Donc, c'est pour ça que moi, je pense qu'il en passe à tous les jours des avions. Mais le fait que cette traînée-là n'est pas tout le temps apparente. Oui, parce que des fois, on sait que la vitesse du son, c'est extraordinaire. Alors, et très souvent, on va entendre le son, mais il est passé, lui. Exactement. Là, fait que, puis s'il n'y a pas une traînée en arrière, bien, voyons, il est où? On va le voir, puis il est rendu beaucoup plus loin. Exact. Fait que c'est ça, ce sont des choses qui arrivent aussi. Bon, on va revenir à nos feux de forêt, tiens. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Avant de parler de combat, tel quel, quand on parle de combat, on parle là,
de largage d'eau par les CL215, par les CL415. Je me risque en disant CL415T parce que c'est un turbo. Est-ce que je me trompe? C'est ça, il y a 3 catégories, OK. les 215, les 215T puis les 415. OK. Bon. Avant de les voir en action, il se passe sûrement là, beaucoup de choses là, au sol, c'est certain. Alors, avant, moi, si je vous demandais, là, comment ça débute? Là? On arrive, disons, on est au mois de juillet. Il n'y a pas eu de pluie depuis à peu près peut-être 3 semaines, un mois. C'est très sec, c'est chaud. Là, on a tendance, on peut arriver avec des incendies de forêt. En tout cas, c'est beaucoup plus risqué d'en avoir que peut-être au mois d'octobre ou au mois de novembre. Là. Ça, bon. Alors, à ce moment-là, est-ce qu'il y a des avions de reconnaissance? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous appelle, qui vous dit « J'ai vu, j'étais en avion, j'ai vu de la fumée ». Comment tout ça se passe jusqu'à temps que l'ordre est donné de partir avec les citernes? Vous avez pas mal tout mentionné, la façon de détecter les feux. Donc, c'est sûr qu'aussitôt qu'on est dans une période beaucoup plus critique au niveau des indices de danger d'incendie, il y a tout l'aspect de la détection. Donc, la SOPFEU, on est là pour éteindre les incendies, mais on est là aussi pour les découvrir. Okay. Donc, la façon principale, c'est par voie aérienne. Donc, il y a des patrouilles aériennes qui sont mises à l'horaire. Par la SOPFEU? Par la SOPFEU. Okay. 1 fois, 2 fois, 3 fois par jour, tout dépendant de la gravité de la situation. Okay. Donc, c'est une façon qu'on va découvrir les incendies, surtout dans les secteurs non habités, donc dans la partie nord de l'Abitibi, au niveau du territoire de la baie James. C'est de cette façon-là que la majorité des feux vont être découverts. Sinon, ben, quand c'est plus au sud, il y a plus de population, donc c'est les gens qui vont nous appeler pour nous signaler des feux, soit le 911, soit directement à la SOPFEU ou encore par les services de pompiers municipaux. Donc, une fois que l'alerte est donnée, mais à ce moment-là, c'est de voir un peu le rapport qu'on a. Est-ce que c'est un incendie qui semble avoir du potentiel? Est-ce que c'est quelque chose qui semble être plus restreint? Il y a déjà peut-être des pompiers municipaux qui sont intervenus. Donc, c'est l'analyse qu'on va faire. Okay. Puis si jamais, comme vous avez mentionné tantôt, 3 semaines de beau temps au mois de juillet, règle générale, on ne prend pas de chance. Les avions citernes vont être envoyés en même temps que le personnel, que les pompiers forestiers. Donc, ça va être une attaque initiale, mixte à ce moment-là, avec avion citerne, avec le personnel qui va se rendre aussi sur le lieu de l'incendie. C'est donc dire que, comme on disait tantôt, il y a une vague de chaleur, on est au mois de juillet, risque d'incendie forestier, le danger est là. Vous me dites qu'il y a des avions de reconnaissance qui sont peut-être... Quelle sorte d'avions? C'est des petits Cessna 182 RG. Donc, il y en a 7 en région, 4 qui sont basés à l'aéroport de Val-d'Or et puis 3 à l'aéroport de Matagami. OK. Fait que eux autres, ils sont envoyés régulièrement durant l'été par temps de chaleur. Exactement. Avec des tracés précis qui couvrent l'ensemble du territoire pour justement découvrir les débuts d'incendie le plus rapidement possible. Moi, j'ai assisté, puis je ne suis pas le seul à avoir assisté à ça. On était plusieurs à mon chalet. Il y avait un incendie de forêt, je dirais peut-être en 2010 environ. C'était quand même assez majeur. C'était au nord de l'Abitibi-Ouest. Et puis, à un certain moment donné, avec les numéros sur les avions, parce que c'est quasiment tout pareil, exact. Mais avec les numéros, il était tellement bas qu'à un certain moment donné, on était assis sur la plage. Les CL 215 et 415 passaient juste au-dessus de nous autres, même ils nous dégoûtaient de l'eau ou presque, puis ils allaient tinquer sur le lac Macamic. Ça a duré, il y avait 5 avions. Oui. À ce moment-là, c'est sûrement quelque chose qui était important. Majeur. Exactement. C'était majeur. Donc, à ce moment-là, on parle de 4 avions. Règle générale, en région, ici, il y a 2 avions qui sont basés à Val-d'Or, 2 à Matagami. Mais aussitôt que la situation le commande, bien, il y a des avions supplémentaires qui vont venir nous épauler. Ou ça peut être des avions qui vont décoller de Chibougamau, qui vont décoller de Maniwaki, qui vont venir en renfort. Mais règle générale, en région, on a au moins 4 avions qui peuvent faire des missions. Il y en avait 5, on les a bien comptés. Il y avait 5 numéros différents. Puis c'était tellement passionnant. En tout cas, moi, là, je pense que ça a duré à partir de 14 heures jusqu'à 17 heures
environ, là, ça l'a jamais arrêté, tout le temps. Puis il n'allait pas tellement loin parce qu'il revenait quand même assez vite, mais c'était un spectacle phénoménal. Ça a été. Puis même le lendemain, il y en a un autre qui est revenu, probablement finir, là, mais c'était collé sur nous autres. Puis ce qui est peut-être important de dire aussi, c'est que ce beau ballet-là, ben, il est orchestré par quelqu'un. Donc, à chaque fois qu'il y a une mission d'avion-citerne, il y a toujours un aéropointeur. Donc, l'aéropointeur est dans un avion, d'un Cessna 310, un peu plus haut pour vraiment voir l'ensemble de la situation. Puis surtout quand on parle de 4 ou 5 avions en même temps. Donc, c'est important qu'il y ait quelqu'un qui ait une espèce de tour de contrôle aérienne, si on veut. Puis c'est lui qui va contrôler tout le trafic. Bon, fait que ça, là, vous soulevez un point qui est très important, mais aussi, probablement vous allez nous éclairer, il y avait probablement un Cessna qui était quand même assez haut, qui tournait en rond, au-dessus du lac à Macamic, puis qui a baissé parce qu'il y avait des embarcations moteurs sur le lac. Oui. Alors là, ça l'a fait, tu sais. Ça aussi, ça, occasionnellement, pas toujours, parce que les gens font quand même, quand ils voient qu'il y a une action avec des avions-citernes, en règle générale, ils vont se tasser. Mais des fois, les gens, c'est ça, peut-être des fanatiques d'aéronautique aussi qui veulent voir les avions de plus près. Donc, le conseil qu'on a à donner aux gens, si jamais vous voyez un avion-citerne ou un autre genre d'appareil qui fait une passe à blanc, ça veut dire qu'il se passe quelque chose. Donc, s'il vous plaît, tassez-vous pour laisser la place pour les opérations. Cet après-midi-là, la Sûreté du Québec a fallu qu'elle intervienne pour venir demander à ceux qui étaient en bateau sur le lac de bien vouloir se retirer. Probablement qu'il y avait eu un appel, probablement parce que les gens ne se tassaient pas, puis nous autres, on voyait que ce n'était pas normal. Dès qu'on a vu un CL 415 arriver, il a fait une descente sans toucher à l'eau. Il a juste fait une descente, puis il a remonté en voulant dire, dégagez. Faites-nous de la place, c'est ça, exactement. Fait que c'était un petit filet, un entrefilet qu'on faisait, mais ce sont des choses qui... oui, des choses qui arrivent. Donc, à se rappeler, si jamais on voit des avions-citernes, aller sur le rivage. Donc, ces avions-citernes-là, durant l'été, sont à quel endroit? On en a parlé un peu, mais oui, Val-d'Or, Matagami, mais il y a 8 ou 10 aéroports au niveau du Québec qui peuvent accueillir ces avions-là. Donc, selon le danger de chacune des régions, les appareils sont dispersés de cette façon-là. Un coup que les avions de reconnaissance ont fait le tour, ont vu qu'il y avait incendie, comme vous l'avez dit, l'ampleur de l'incendie aussi, qui, à ce moment-là, donne le OK au décollage des avions-citernes. Ça se fait en région. Donc, dès que un feu nous est rapporté, nous est assigné, donc la SOPFEU, c'est un organisme provincial, donc tous les feux, tous les appels de détection sont centralisés à Québec. À ce moment-là, il y a une base ensuite qui est désignée pour faire l'attaque. À partir de ce moment-là, on est à 100% responsable de cette attaque-là. Donc, c'est nos responsables régionaux qui vont dire oui ou non, on va faire une attaque initiale avec avion-citerne. Donc, on a pleine compétence là-dedans. Puis, qui va déterminer le nombre d'avions qu'il y aura envoyé? Est-ce que vous dites c'est 4, ça peut être 5, mais des fois aussi, ça peut être juste un avion? Bien, en règle générale, on en envoie 2 pour être certain là, de faire une attaque rapide et qui va donner des bons résultats. Puis, ça nous permet aussi de ramener les appareils plus rapidement à la base si jamais il y a une autre mission. Une autre mission. Exactement. Donc, c'est vraiment, au moment de l'attaque initiale, notre aéropointeur ou encore le chef de lutte, s'il est arrivé sur place, qui vont faire l'analyse. Puis à ce moment-là, si on voit que le feu va se développer beaucoup plus rapidement qu'on avait peut-être pensé au début, c'est à ce moment-là que soit le chef de lutte, soit l'aéropointeur, ou les deux en coordination, vont demander des avions supplémentaires. On va aller dans le cœur, si vous me permettez, avec ces fameux avions jaunes, orange et noirs là, quand on regarde voler ça. Puis surtout, moi, ce qui est passionnant, c'est que, oui, quand ça arrive sur l'eau, mais c'est quand ça remonte plein d'eau, ça doit prendre des fichus de moteur pour monter ça. Ça n'a pas de sens parce que ça gronde. Exactement. On parle que l'avion va aller chercher peut-être un poids de 10 tonnes en quelques secondes. Donc, pour s'arracher du lac, de l'eau, ça prend vraiment quelque chose de très puissant. Parce que c'est extraordinaire. Ça fait un bruit d'enfer, là.
Pour ceux qui aiment, comme moi, là, je peux passer des heures et des heures juste à les regarder travailler. Surtout quand on parle de la première génération, les CL215, c'est des moteurs oui. qui sont à piston. À piston, oui, c'est ça. Donc, c'est ça. Eux autres, ils font, c'est un peu les anciennes Formule 1. Voilà. Là, Exactement. Parce que, qui font beaucoup de bruit. C'est ça, parce que quand on va parler des CL 415, CL 415T qui veut dire turbo, c'est pas le même bruit tout à fait. Là, non, là, c'est vraiment la nouvelle technologie, les nouveaux moteurs qu'on voit là, sur les avions de transport en général. Fait que si je vous demandais, moi, la différence lors d'un combat incendie, la différence entre un CL 215 et un CL 415. Okay. La différence, on parlait tantôt de génération, donc les CL 215, c'est la première génération, donc les réservoirs sont un petit peu plus petits. Donc, on va parler de 5400 litres environ par rapport aux 6200 qu'un CL 415 peut apporter. Donc, ça, c'est la première différence. La deuxième chose, on a parlé des moteurs, donc la performance. C'est sûr que les moteurs turbo vont amener l'avion beaucoup plus rapidement sur le site de l'incendie. Pour le combat comme tel, la différence majeure qu'on peut remarquer, au niveau des CL215, il y a 2 portes de largage. Donc, une fois que l'avion est plein d'eau, il y a 2 portes qu'on peut ouvrir pour larguer l'eau sur le feu. Les CL de 415, il y en a 4. Donc, c'est une nouvelle façon de voir un peu. Pourquoi 4 portes? Bien, c'est qu'on peut les ouvrir en simultané. On peut les ouvrir une après l'autre. Donc, ce qui permet de faire soit une attaque très massive sur le feu, donc la charge au complet sur le feu, ou encore si on va faire une bordure de protection, donc en ouvrant les portes une après l'autre. Donc, on va répartir la charge d'eau sur une plus longue distance, donc moins large, mais plus long, ce qui permet justement dans des secteurs où c'est moins intense, bien, le feu va retrouver une barrière humide là, quand il va arriver sur place. C'est vraiment tout pensé. Hein, c'est vraiment. Mais c'est sûr que entre le CL 215 et le CL 415, il y a quand même une décennie et plus entre les deux avions, je présume. Ah oui, si ce n'est pas un 20 ans, parce qu'on parle plus de fin des années 60, début des années 90 là, pour les différentes générations. On parle d'environ 2 décennies environ. Ça veut dire que c'est sûr que le CL 415 devient plus moderne, devient plus performant, et c'est tout à fait normal là, à ce moment-là. Est-ce qu'il y a entente entre les provinces? Parce que si, supposons, en Ontario, il y a plusieurs feux de forêt, au Québec, c'est tranquille, est-ce qu'il y a des ententes entre provinces que ceux qui sont cantonnés, peu importe à Chibougamau, à Val-d'Or, peu importe, peuvent aller aider dans une autre province? Oui, ça existe, autant au niveau du matériel des avions que du personnel. Donc, les provinces canadiennes sont régies par un organisme fédéral qui est basé à Winnipeg. Donc, aussitôt qu'une province est mal pris, qui est en rupture un peu d'effectifs, fait une demande à Winnipeg et à partir de ce moment-là, chacune des provinces reçoit la demande. Et puis, quand on est en mesure d'y répondre, bien, c'est certain qu'on va aller aider les confrères. C'est d'ailleurs arrivé, peut-être que les gens ont vu au niveau des médias là, cet été un feu assez important près de Sudbury. Donc, les avions citernes de Val-d'Or ont été contribués une journée ou deux là, au combat de cet incendie-là. Donc, oui, on a été aussi cette année en Alberta, au Manitoba, parce que c'était un petit peu plus tranquille au Québec. Donc, on était en mesure de libérer nos effectifs pour aller donner un coup de main ailleurs. Parce qu'on sait que dans l'Ouest, cette année, ça a brûlé. Ça a brûlé beaucoup. On est qu'à penser à Vancouver. C'était terrible. Exact. À Whistler, entre autres, mon Dieu, tout a brûlé. Il y avait des gens de mécanique qui travaillaient là, à Whistler, puis ils ont été obligés de sortir. Les camps ont tout brûlé. C'était une saison excessivement difficile là, pour les provinces de l'Ouest. Exactement. Est-ce que ces avions-là peuvent aller aussi à l'extérieur du pays? Oui. Il y a des ententes qui existent aussi avec les États-Unis.
Présentement, il y a un contrat ferme qui est en route depuis de plusieurs années, je dirais au moins 10-12 ans, avec le comté de Los Angeles. Donc, à tous les automnes, au milieu du mois d'octobre, début septembre, donc il y a des avions du Québec qui s'en vont au niveau de Los Angeles pour le combat des incendies. Donc, c'est encore été le cas cette année. Les avions sont partis plus tôt cette année parce que on parle de l'Ouest, mais l'Ouest américain aussi est aux prises avec plusieurs incendies. Oui. Donc, on a été en mesure de libérer les avions plus rapidement. Donc, il y a des CL-415 qui sont là. Règle générale, normalement, jusqu'au mois de décembre. 4 mois. Donc, c'est un contrat ferme qui est renouvelé depuis plusieurs années avec les Américains. Monsieur Lemay, si vous me permettez, on va parler du CL-415 au travail. OK? Combien de membres d'équipage? Il y a deux personnes, donc le commandant et puis le copilote. Donc, il n'y a pas de mission qui se fait sans que les deux personnes soient là. Ça veut dire qu'il y en a un, est-ce que je me trompe en disant qu'il y en a un qui pilote, puis l'autre largue, et puis, bien non, oui, c'est un partage de tâches. C'est un partage de tâches. C'est sûr que le commandant est là, maître après Dieu à bord, c'est certain. Mais chacun a un rôle bien particulier à jouer. Parce que quand on parle d'aller chercher de l'eau sur le lac, c'est un atterrissage, un décollage, dans le fond, même si l'avion ne s'arrête pas. Puis c'est les périodes les plus critiques en aviation. C'est là où l'avion est le plus vulnérable au moment de décoller, au moment d'atterrir. Parce que si jamais il arrive quelque chose, on n'a pas d'altitude, donc on ne peut pas se reprendre. Alors, que ce soit, je suis content que vous disiez ça, parce que ce soit n'importe quel avion, un transporteur, un avion citerne, peu importe, les deux moments critiques au décollage et à l'atterrissage. Exactement. C'est là vraiment que si jamais il arrive une perte de puissance au niveau des moteurs, on ne peut pas planer longtemps, on est trop à basse altitude. Exactement. Le volume d'eau embarqué dans un CL-415, ce serait quoi? 6200 litres. Environ? Oui, grosso modo. Fait qu'on parle d'environ 1400 gallons. Là. Oui. On va faire des chiffrons. Là. On ne s'enfargera pas dans les fleurs du tapis, comme on dit. Exact. Puis, ça fait que c'est environ 1400 gallons. La vitesse lors du remplissage, ce serait quoi environ? Bon, on parle, évidemment, il ne faut pas que l'avion décroche, donc il y a une vitesse d'environ, au niveau de l'aéronautique, on parle en nœuds, donc 120 nœuds à peu près, là, qui permet justement à l'avion d'effleurer le cours d'eau pour remplir ses réservoirs. Fait que c'est la vitesse normale, sécuritaire, comme on veut dire. Oui. C'est ça. La durée du remplissage, moi, j'ai resté tellement surpris, mais c'est vrai parce que quand on les voit travailler, ils ne sont pas à l'eau longtemps, là. Non, exactement. Puis si on se fie au bruit, aussitôt qu'on entend que le bruit est plus fort, c'est à ce moment-là qu'ils commencent à remplir les réservoirs. Puis si on veut chronométrer, c'est entre 10 et 12 secondes pour aller chercher cette masse d'eau-là. Puis la taille des écopes de remplissage, moi, je pensais que c'était des trappes immenses, mais non, c'est loin d'être des trappes immenses. Non, on peut parler de quelque chose comme ça. Environ, oui. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de légendes urbaines. À un moment donné, on ramasse des poissons, on ramasse des plongeurs. Bon, quand on voit la grosseur des écopes, on voit bien qu'il n'y a pas grand-chose qui peut rentrer là. Puis ces écopes-là sont munies de grillages aussi, donc il n'y a pas grand-chose qui peut rentrer. Il y en a une de chaque côté de l'avion pour les deux réservoirs, donc 10-12 secondes en effleurant le cours d'eau, puis c'est plein. Parce qu'on parle d'environ 7,6 cm par 12,7 cm. Fait que là, il n'y a pas un requin qui rentre là-dedans. Là. C'est plus petit qu'une feuille de papier. Là, voilà, exactement. Mais je suis content que vous nous parliez de ça, par exemple, parce que quand vous dites qu'il y a un grillage en avant, c'est pour éviter justement un morceau de bois ou quelque chose qui peut toujours avoir quelque chose à la surface de l'eau. Donc, à ce moment-là, ça... Fait que c'est sûr et certain qu'il ne rentre rien à l'intérieur des réservoirs. À part de l'eau. À part de l'eau. Ben, j'espère qu'il rentre de l'eau. Oui, ça, les grillages laissent passer l'eau sans problème. La distance totale, incluant la descente et la remontée, ce que ça prend là, pour... c'est ça là, qu'on vient... que l'avion pointeur vient voir, justement, là, tassez-vous, parce que ça ne prend pas 20 pieds là, pour faire une action. Là. Exactement. Puis tout dépendant aussi du dégagement qu'il va y avoir sur le cours d'eau. Donc, s'il y a des arbres près, ça va prendre un cours d'eau encore plus grand. Donc, on peut penser là, facilement entre 1000 et 1200 mètres. Donc, un bon kilomètre, là,
qui va permettre vraiment à l'avion de travailler très sécuritairement. Parce que, bon, il y a le 10 secondes à l'eau, mais il y a toute l'approche et après ça, la remise à l'air. Voilà. Donc, c'est à ce moment-là que ça prend le plus d'espace. Parce qu'on parle en gros d'environ un 4000 pieds, là, si on parle en pieds, Ouais, là, environ. c'est Là, ça. Environ. Le nombre de largages à l'heure, c'est sûr, ça va dépendre de l'endroit entre le cours d'eau et le lieu de l'incendie. Mais en général, on parle de combien de largages à l'heure peut faire un CL 415? Ben, idéalement, on aimerait en faire 10 à l'heure, OK. ce qui implique là, un largage aux 6 minutes. Mais ce n'est pas toujours possible. Déjà, il y a une perte de temps pour aller chercher de l'eau. Oui. Donc, entre 6 et 10 largages à l'heure, ça serait pas mal dans les barèmes. Tant mieux si on est capable d'en faire plus, mais physiquement parlant, à un moment donné, là, à 10-12, ça serait pas mal le maximum qu'on pourrait avoir avec un cours d'eau qui serait relativement près là, de l'incendie. OK. Moi, une chose qui m'a toujours, c'est-à-dire lorsque j'ai lu sur ça, c'est la hauteur du largage. Ça prend des bons pilotes. Ça prend des bons pilotes. Souvent, on dit qu'on largue à la hauteur de la tête des arbres. Voilà. Mais un petit peu plus haut parce que, bon, cette fameuse charge d'eau qui tombe au sol, c'est suffisant pour casser des arbres, pour faire des chablis. Donc, à ce moment-là, les pompiers forestiers n'aiment pas trop ça parce que, bon, en plus d'éteindre les feux, ils ont du broussaillage à faire. Il y a des arbres qui sont tombés un peu partout. Donc, on va larguer un petit peu plus haut que la tête des arbres, mais pour que l'efficacité de la charge d'eau soit aussi bonne, il faut quand même être là, pas tellement haut non plus. Là. Parce qu'on parle d'environ 30 mètres au-dessus de la tête des arbres. Ouais. C'est quand même 500 pieds, ça. C'est ça, exact. Donc, pour ça, comme on disait tantôt, à atterrissage, décollage, donc à l'approche du feu, c'est un peu comme si on allait atterrir. Donc, s'il arrive quelque chose, c'est certain que les pilotes ils n'auront pas de temps pour réagir. Mais là, vous m'avez dit que ça peut juste que casser des arbres. Ça veut dire que c'est tellement puissant. Oui, la vitesse, c'est ça. La vitesse de l'avion. Tantôt, on parlait d'une charge là, pas loin de 10 tonnes qui est en eau qui est larguée. Qui est larguée. Okay. Donc, c'est sûr qu'en frappant les arbres à basse altitude, c'est suffisant pour déraciner, pour casser. C'est pour ça qu'au niveau de la sécurité, sur un petit feu, il n'y a pas de travail au sol qui va se faire tant que les avions citernes vont être là, parce que c'est trop dangereux pour le personnel. Risqué. Sur les incendies plus importants, à ce moment-là, l'aéropointeur va donner un secteur à travailler au sol et un autre secteur pour les avions citernes, ce qui va permettre là, de commencer le travail là, des deux équipes. Fait que ça veut dire que jamais de l'eau sera larguée où il y a des travailleurs forestiers, des pompiers forestiers. Non, jamais. Si jamais ça arrive, c'est parce qu'il y a eu un manquement quelque part. Mais règle générale, l'aéropointeur est là justement pour surveiller l'ensemble des opérations pour que ça soit très sécuritaire. La distance sur l'eau pour remplir les réservoirs? La distance est normale. Normale, quelques centaines de mètres, tout simplement. Là, on parle d'environ 1000 pieds, parce que moi, j'avais des notes en pieds, là, mais on parle d'environ 1000 pieds de distance pour remplir les réservoirs. Exactement. Fait qu'on remplit, on met tant d'eau que ça en si peu de temps que ça, dans 10-12 secondes. Exact. Donc, c'est vraiment la puissance de l'avion qui va permettre à l'eau de pénétrer dans les réservoirs. Et la vitesse de largage? Bon, on parle de ça, 120 nœuds environ là, qui va permettre justement à l'avion de rester dans les airs, c'est bien certain. Il reste à peine une minute. Moi, si je vous demandais quel prix coûte un CL200, mais un CL215 moins aujourd'hui parce que vous ne devez plus en acheter. Si vous avez à en acheter, c'est du CL415 aujourd'hui. Mais ça serait quoi? Parce que moi ici, j'ai un prix d'environ 23 millions, mais ça date de 2003. Ça a dû changer un peu aujourd'hui. On est rendu à 35-40 millions de l'avion. Parce que c'est des avions qui ne sont pas faits à grande échelle, donc on ne peut pas économiser sur le nombre d'appareils qu'on fait. Monsieur Lemay, merci. C'était vraiment passionnant de vous entendre. Merci beaucoup de vous être déplacé de Val-d'Or à Macamic. Ce fut vraiment très gentil de votre part. Merci à vous aussi. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission. On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.